Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Aujourd'hui, on va faire la review complète de la petite Yema Mingraph. Si vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai fait un déballage de cette montre il y a environ 3 semaines de ça. Depuis, je l'ai portée pas mal de fois pour me faire une idée claire de cette montre et surtout de son mouvement maison Yema 2000. Alors, cette vidéo risque d'être un petit peu longue, car j'ai pas mal de choses à dire, donc je vous ai mis des chapitres afin que vous puissiez aller voir ce qui vous intéresse. Je vais commencer par vous parler de l'histoire de la marque Yema, car il y a pas mal de choses à dire là-dessus, puis bien sûr directement de cette montre, de ce qu'elle présente, de ce qu'elle représente aussi, de ses positifs, de ses négatifs. On va bien sûr analyser ce mouvement qui m'intéresse particulièrement, car de manufacture franco-française. On parlera prix aussi, bien évidemment. Et à la fin, je donnerai ma conclusion, mon avis, bien sûr. Allons-y tout de suite, car le temps presse. On va commencer par une brève histoire de la maison Yema. Cette maison ne manque pas de pedigree. Elle est fondée en 1948 par Henri-Louis Belmont. Elle peut se vanter d'avoir eu plusieurs jalons significatifs à son palmarès, notamment, et ça je ne le savais pas, ils ont créé en 1953 une des premières montres pouvant aller jusqu'à 200 mètres sous l'eau. 1953 est bien sûr l'année de la commercialisation de la très célèbre Submariner. Yema était déjà là. En 1963, ils ont sorti leur modèle mythique, la Superman, modèle très caractéristique, iconique de la marque, avec son frein qui permet de retenir la lunette et éviter ainsi qu'elle ne bouge pendant une plongée. Mais aussi en 1982, ça a été la première montre française dans l'espace, au poignet du spationaute Jean-Loup Chrétien. Mais c'est là que les choses commence un petit peu à se gâter. Le fondateur cède la société à son fils qui termine par la vendre. Elle passe d'une main à l'autre et finalement elle est placée en liquidation judiciaire en 2009. Cependant, la même année, la marque est rachetée par Montre Ambre, une société de mortaux, qui décide de donner un nouveau souffle à la maison française, notamment avec la conception d'un nouveau calibre maison, une première en France depuis très longtemps. Arrive donc en 2011 le mouvement MBP 1000 qui équipe bien sûr certaines Superman et d'autres modèles de la marque. Et à partir de 2020 arrivent les calibres de nouvelle génération, le Yema 2000 présent donc dans plusieurs modèles dont cette Mingraph et le Yema 3000 qui est une version de ce Yema 2000 avec une complication de GMT. Assez avec l'histoire, parlons de la montre elle-même. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que esthétiquement, cette montre ne sera pas pour tout le monde. C'est une montre qui reprend les codes des montres des années 70, plus précisément les montres de plongée profonde des années 70. Ici, le boîtier massif et très épais est clairement assumé. Le cristal saphir très bombé, fait lui aussi un énorme appel de pied aux années 70. La valve à hélium, qui sera, on va le dire, utilisée par absolument personne, aide quand même à positionner cette montre, car je pense qu'à date, c'est la première Yema moderne avec une valve de ce type. Cette montre n'est pas pour tout le monde, et ça se confirme encore une fois au niveau du cadran. Lors de ma vidéo de déballage, beaucoup de personnes se sont dit que le cadran était en petit peu trop chargé à leur goût, notamment avec ce marquage de secondes de type rallye, le marquage de 24 heures sur la partie extérieure du cadran, et aussi une lunette graduée au niveau de chaque seconde, et dont les dizaines sont apparentes aussi en chiffres arabes. Vous avez aussi des index appliqués assez proéminents, un cadran pratiquement bicolore, 4 lignes de texte et 2 lignes verticales sur la droite du cadran. Finalement, vous avez une fenêtre de date à 3 heures entourée d'un cadre jaune. La fenêtre de date, les lignes verticales, le logo et l'aiguille de seconde sont toutes de la même couleur, jaune moutarde. Vous allez dire ça fait beaucoup et je peux comprendre. Mais franchement, d'une façon étrange, tout ça se marie relativement bien. Bien sûr, vous devez être fan de ce type de design années 70, sans passer dans les excès de certaines montres qui appartiennent complètement à cette décennie. Celle-ci apporte un certain équilibre, une certaine cohérence au niveau de son design.
Côté index, Yema reste ici sur son esthétique classique, à savoir des index carrés avec une bande luminescente relativement fine, flanquée de 2 bandes assez grosses en inox très polies. Du coup, ce choix esthétique fait que la surface laissée à la luminescence au niveau des index est relativement petite, et même si le Super Luminova C3 n'a pas à rougir, quand vous en mettez moins, c'est clairement moins impressionnant dans le noir. Les aiguilles bâtons s'en sortent nettement mieux, et cerise sur le gâteau, les chiffres sur la lunette sont eux aussi luminescents. Cette lunette, parlons-en justement, c'est une lunette qui, comme le reste de la montre, est assez atypique car elle est bidirectionnelle, elle n'a pas de système de clic, tout se fait par frottement, comme les montres vintage des années 50 à 70. Encore une fois, on n'aime pas, on considère que c'est cheap ou on considère que c'est vintage. En plus de ça, la lunette est à moitié enfouie dans le boîtier, sur la partie haute et basse, ce qui fait que dans les faits, vous ne pourrez la gripper que sur les côtés, ce qui certainement enlève un petit peu de fonctionnalité. Comme je vous le disais dans le déballage, la lunette est en aluminium, mais elle est protégée par du verre saphir. S'il monte aussi haut qu'on pourra enfouir partiellement la lunette, c'est parce que le design de ce boîtier est très atypique. Encore une fois, parfaitement assumé par Yema, le boîtier est épais, voire très épais. Pour rappel, les dimensions de la montre sont 39 mm de diamètre par 14,3 mm d'épaisseur. Par contre, vous avez à peine 45,4 mm de corne à corne. Si vous voyez la montre de profil, vous êtes saisi non pas seulement par l'épaisseur du boîtier lui-même, et par la curvature du verre saphir, mais aussi par la chute brutale du boîtier sur ses deux parties hautes et basses. Vous n'avez pas à proprement parler de cornes dans ce design de boîtier. Le bracelet vient s'attacher en dessous du boîtier et les accroches ne sont pas apparentes quand vous regardez la montre par-dessus. Ce style était très utilisé dans les montres des années 70. Pour terminer avec le boîtier, parlons de sa finition. Sur sa partie supérieure, vous voyez un brossage vertical. Pour séparer les flancs de la montre de la face, vous avez un réau poli et ma foi très épais. C'est peut-être le réau le plus épais que j'ai vu dans toutes les montres que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'ici. Sur l'arrière de la montre, vous avez dans un médaillon central l'écu de Yema et des informations sur la montre elle-même. La couronne signée Yema est vissée bien évidemment, ce qui permet à la montre d'être étanche à 300 mètres. Sur le flanc gauche de la montre, vous voyez la valve à échappement d'hélium. Parlons du bracelet de la montre. Moi, la version que j'ai reçue est la version en caoutchouc FKM, qui est de très bonne facture, avec un beau fermoir signé Yema, joliment brossé, avec un système de double poussoir pour l'ouverture. Vraiment, on sent la qualité quand on le manipule. Et maintenant arrive le moment de parler du mouvement. Le Yema 2000 a été conçu en 2020 et est une évolution du MBP 1000 qui est arrivé sur le marché en 2011. Et pourquoi ça m'intéresse tellement? Parce que c'est un mouvement qui, selon la maison Yema, a été conçu par eux-mêmes in-house et qui, sur le papier, est supérieur à un ETA 2824 ou en Cellita SW200. Que ce soit au niveau de la réserve de marche, vous êtes sur 42 heures au lieu de 38. Sur la précision, vous êtes sur du plus ou moins 10 au lieu du plus ou moins 12, en dépendant des versions bien sûr de l'ETA ou du Cellita. Donc j'ai prêté très attention à ce mouvement et à comment il se comportait pendant cette période de 3 semaines environ. Moi j'ai des mesures d'environ plus 5 secondes, ce qui est très très bon quand même. On est dans le COSC suisse et j'ai voulu quand même le mettre sur le chronocomparateur. Comme vous le voyez sur la position cadran vers le haut, nous sommes parfait, un petit peu moins bien sur le 3 vers le haut, du mieux sur le cadran vers le bas et toujours relativement bien sur du 9 vers le haut. Quoi qu'il en soit, nous sommes entre 0 et plus 10, quelle que soit la position. Donc vraiment pas mal du tout. Après, il y a beaucoup de discussions dans les forums quant à la fiabilité de ce mouvement. Il y en a qui disent que la couronne est un peu fragile. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce sont des cas isolés? Je pense que le temps le dira. Quoi qu'il en soit, moi j'ai eu aucun problème pendant le court temps que j'ai eu cette montre et j'espère qu'il en sera de même pour les acheteurs. Pour terminer, parlons prix quand même.
Sur la version cuir, cette montre est à 990 €. Sur la version bracelet FKM, nous sommes à 1149, donc quand même 150 € de plus. Alors, est-ce que cette montre est trop chère? Très franchement, je pense qu'il va falloir la comparer avec des montres françaises aussi, globalement du même type. Parmi les plus célèbres, vous avez Baltic. Baltic propose des montres relativement meilleur marché, dans les 650 € plus ou moins, des plongeuses, notamment sa plongeuse Aquascaf, qui est sa meilleure vente. Cependant, vous êtes sur un mouvement générique, vous êtes sur un Miyota série 9, qui est très bien, hein. J'adore le Miyota série 9, mais vous n'êtes pas vraiment sur du maison. Après, tout dépend vraiment de l'importance que vous y accordez. Moi, ce que je me dis, c'est que Yema a quand même beaucoup investi pour sortir en mouvement maison, donc quelque part la différence de prix peut se justifier de ce côté-là. Je n'ai pas eu l'occasion de tester l'Aquascaf, j'aimerais bien, très honnêtement, pour pouvoir à peu près comparer la qualité des montres, mais sachez que celle-ci, franchement la qualité, j'étais agréablement surpris, et finalement c'est normal, globalement, qu'une montre à 1000 € ait ce niveau de qualité. Maintenant, en ce qui est du caoutchouc, de la version caoutchouc par rapport à la version cuir, franchement, j'ai pas vu la version cuir, je pense que le cuir est de bonne qualité pour cette gamme de prix, du moins je l'espère. Ce bracelet caoutchouc est très qualitatif, le fermoir est vraiment très très beau. Est-ce qu'il vaut 150 € de plus qu'en cuir? Eh ben, honnêtement, je ne le pense pas. Ça serait une décision à prendre par vous, le potentiel acheteur. Pour conclure, comme je vous le disais en introduction, voici une montre qui ne sera pas pour tout le monde, de par son esthétique, de par ce qu'elle propose aussi, mais je suis sûr qu'il y a pas mal de personnes à qui elle va taper dans l'œil. Justement pour cette population-là, sachez qu'elle est très bien faite, sachez que du moins pour moi, son mouvement présente des mesures vraiment très 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 honnêtes, voire très bonnes. Donc si elle vous intéressait et vous aviez besoin d'un avis, mon avis est globalement positif. Pour le reste des personnes, donc la majorité, je dirais, Yema fait d'autres modèles qui plairont à beaucoup plus de personnes. Son best-seller depuis 70 ans, la Superman, avec ses variations armées de l'air, etc. La Rallygraph, la Yachtgraph, etc. Yema ne manque pas de modèles qui plairont à une plus grande partie de la population. De toute façon, je remercie beaucoup la marque de m'avoir prêté cette montre pendant quelques semaines pour avoir le temps de me familiariser avec. Je vous remercie vous aussi énormément, bien évidemment. Voici d'autres vidéos de marques françaises que vous pouvez aller voir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On est déjà au-delà des 5000 abonnés. Il ne me reste qu'à vous dire encore une fois merci et à très bientôt. Au revoir.